Donc ce soir, nous allons revoir les contrats maître-esclave dom-sub et ou handler-pet, ou alors ça peut être pet-pet, ça peut être switch-switch, ou switch-sub, switch-dom, enfin toutes les combinaisons qu'on veut, évidemment. Donc on va voir 5 grandes parties. Donc d'abord on va faire un rappel de notions autour du BDSM, parce que les contrats vont utiliser pas mal de ces notions qui sont, je dirais pas instinctive, mais plutôt présente chez pas mal de gens, mais qui peuvent manquer quand on commence le temps d'acquérir le langage. Ensuite, on verra le cadre général d'un contrat, comment est-ce qu'on le construit en règle générale. Ensuite, quoi sert un contrat. Enfin, un petit résumé des points clés, et surtout, je réinsisterai sur le point de renégociation du contrat. Parce qu'effectivement, un contrat peut se renégocier. Alors, d'abord, un rappel des notions. Donc, on a ce qu'on appelle les dynamiques maître ou maîtresse et esclave, dom et sub, et handler et pet, qui sont les 3 dynamiques les plus communes. Ce sont des espèces de notions miroirs, c'est-à-dire que, en général, avec une personne sub va correspondre une personne dom, c'est-à-dire qu'avec une personne top, il va y avoir une personne bottom, avec le ou la pet aura son ou sa handler, et le ou la slave aura son ou sa maîtresse, ou maître. Maintenant, rien n'empêche d'être la maîtresse d'une pet, ou d'être le dom d'un esclave, il n'y a aucun souci, c'est un peu comme vous voulez, mais chaque dynamique a des espèces de définitions globales, on va dire, qui permettent à chacun d'identifier un petit peu mieux ce qui se passe, mais chacun adapte sa dynamique à son nombre de partenaires déjà, et surtout à ce qui l'intéresse, et à sa façon de voir les choses. Donc ça, c'est généralement, par exemple, le maître-esclave, ça va être une notion très forte d'appartenance, et surtout, on va retirer, entre très gros guillemets, le libre arbitre de la personne, au niveau de la personne slave. C'est les grosses définitions, évidemment. C'est pas parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette définition que vous n'êtes pas legit en tant que dynamique maître-esclave. Ça n'a absolument rien à voir. La dynamique DS, c'est un peu la porte d'entrée au BDSM, si je puis dire, avec une personne dom, une personne sub, c'est-à-dire une personne qui a le contrôle de la relation, et une personne qui va donner le contrôle à l'autre. Alors quand je dis relation, ça peut être une relation sur le long terme, ça peut être une relation d'une nuit, d'une semaine. Relation, c'est un moment d'échange entre deux personnes. Et enfin, la relation handler-pet, donc là, c'est tout ce qui va tourner autour du pet play. On a une dimension qui va être très animale. On laisse exprimer certains aspects de sa personnalité sans qu'il n'y ait plus aucun code social. Ensuite, on va faire un petit rappel sur tout ce qui est safe word et safe gesture. Vous pouvez en avoir un seul ou plusieurs. De chaque, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 15 safe words différents, vous pouvez avoir 15 safe gestures différents, vous pouvez aussi dire j'ai pas de safe word parce que je suis pas à l'aise avec le safe word, je préfère avoir un safe gesture, c'est ok. Le safe word va donc être un mot ou un ensemble de mots qui va permettre de stopper ce qui se passe ou de ralentir. Ça, c'est vous qui le définissez avec votre ou vos partenaires. Mais le safe word va être un mot déclencheur, soit d'un arrêt de l'action, soit d'un moment de pause, d'un début d'aftercare, ce genre de choses. Le safe gesture fait exactement la même chose. Ça peut être un claquement de doigts, ça peut être, on a la sonnette, un bruit de sonnette, on peut avoir un couvercle de confiture qui fait poc, on peut avoir un trousseau de clés, on peut avoir une clochette, enfin tout ce qui fait du bruit. Alors, pour en revenir donc à la partie des différentes dynamiques, on peut tout à fait avoir un contrat caregiver, little, middle ou baby, il n'y a aucun souci. Le safe word, alors il n'est pas forcément dans le contrat, moi je recommanderais fortement de le mettre. Le safe word. Le safe word et le safe gesture, si vous voulez, c'est votre signal d'alarme pour dire que là ça ne va plus ou que ça commence à ne pas aller.
c'est important qu'il soit inscrit dans le contrat parce que c'est quelque chose qui a une symbolique qui doit être respecté impérativement. Alors, il peut changer à chaque séance, tout à fait, mais rien n'empêche que dans le contrat, vous ayez une phrase qui dise le safe word sera défini à chaque début de séance ou en amont de la séance, une heure, la veille. Mais en tout cas, je recommande fortement d'avoir une partie qui parle justement de ces moments de sécurité, safe word ou self-gesture. Donc, safe word ou self-gesture, ça peut être aussi, on connaît hein, le code couleur, vert, tout va bien, orange, pas plus fort en intensité, rouge, on s'arrête. Ça peut être ça aussi, hein, il n'y a pas de souci, et ça peut être un mélange de toutes ces solutions aussi, c'est ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Oui, alors bien sûr, Maya, tout à fait, le safe word n'est absolument pas réservé à la personne bottom. Elle est là pour les personnes qui pratiquent, que ce soit les personnes qui sont actives, les personnes qui sont passives, ça peut être les spotters aussi, les personnes qui regardent. Le safe word est là pour toute personne qui participe en fait à ce qui est en train de se passer. Ensuite, les relations on-off ou 24/7. C'est pareil, c'est des appellations globales, évidemment. Une relation on-off, c'est une relation qui n'aura pas lieu tout le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de séance et des moments en dehors de cette séance. Et vous pouvez rentrer dans la dynamique de votre couple qu'à partir du moment où ça va être défini. Contrairement aux relations 24/7 qui sont en permanence dans cette dynamique-là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un peu comme le port-salut, c'est marqué dessus. Le on-off, on peut être sur des séances qui durent 10 minutes, comme ça peut durer 2 heures, comme ça peut durer 2 jours, comme ça peut durer 2 mois. Il n'y a pas de souci. Les relations 24/7, vous pouvez avoir aussi un outward en fait qui permet de dire attends là on sort 2 secondes de la relation, j'ai besoin qu'on parle en dehors de cette dynamique BDSM. Bah alors la relation aura lieu tout le temps, oui et non. Ça dépend de si on est sur une relation sentimentale, une relation charnelle, et ça dépend de ce qu'on entend par relation en fait. Une relation, ça peut être quelque chose de tout à fait ponctuel, qui va durer qu'une fois, comme ça peut être quelque chose sur le long terme, comme ça peut être quelque chose de très occasionnel, si c'est un play partner mais qui se trouve aussi être un ami, par exemple. C'est pour ça que je trouve que le terme relation, moi, est pas très très clair. Oui, c'est ça, la relation, c'est le nom du lien avec les gens. Alors c'est peut-être moi qui ai manqué de clarté, mais c'est le on-off, c'est comme tu l'as dit, Mew, c'est pour la dynamique, c'est ça. On-off, c'est soit on est on, donc la dynamique est activée, la dynamique qui aura été définie et négociée au préalable, évidemment, et off, on l'arrête. Soit avec, donc on a le in-world aussi et le outer world qui permettent le in-world de rentrer, de dire allez c'est parti, on démarre, et le outer world qui dit on s'arrête là, enfin on stoppe, c'est la fin de la séance quoi. Alors ensuite on aborde la partie punition et funition. Personnellement je fais la différence entre les deux parce qu'une funition c'est pareil, c'est dans le mot, c'est quelque chose qui va être fun, c'est-à-dire que on est sur une punition marrante, qui est pas réellement une punition. La punition, pour le coup, on est sur quelque chose qui est pas cool, qui est pas sympa, qui est un moment, on va dire, négatif, mais qui est consenti, qui a été négocié avant et qui doit pas arriver n'importe comment. La punition, c'est un petit peu pareil. De toute façon, c'est des choses qui sont définies avant tout ça. Mais la punition est réellement là pour punir. La punition fait plus partie du jeu. La punition, c'est ce que vous allez avoir avec une personne qui va bratter une autre personne brate timer, par exemple. On est dans l'ordre de la punition. Une personne, pour rester dans le cliché, une personne slave qui faute va recevoir une punition et pas une punition de la part de sa maîtresse. Alors, la différence entre consensualité et consentement. C'est une question aussi que j'ai régulièrement. Le consentement, donc c'est un accord
enthousiaste, c'est un accord explicite, c'est un accord donc qui est limité dans le temps, qui est ponctuel, qui est éclairé, qui est délimité, qui est volontaire, toutes ces choses-là d'une personne ou de plusieurs personnes. La consensualité, c'est quand l'ensemble des personnes présentes et concernées donnent leur consentement mutuellement. Consentement, c'est pour une personne et consensualité pour plusieurs personnes. On a ensuite la partie de négociation, donc ça on a eu toute une conférence là-dessus, qui est aussi extrêmement importante. C'est en fait tout ce que vous allez faire avant de commencer votre séance, voir ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce que vous avez envie de faire, pas envie de faire, pourquoi vous le faites, pourquoi avec cette personne, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de découvrir. Donc on revient sur les safe words, les safe gestures, on aborde ces problèmes médicaux, on aborde les trucs avec lesquels on n'est pas hyper à l'aise, on aborde ces triggers, en tout cas les mots, gestes, situations évitées, on aborde toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'est pour la partie rappel de notions. Nous allons donc maintenant voir le cadre d'un contrat. Alors, je parle un peu avant du cadre juridique et légal, puisque en France, le contrat BDSM n'a aucune valeur juridique et légale. C'est-à-dire que si vous faites un contrat dans lequel vous consentez à vous faire taper dessus et à avoir des bleus, et que vous vous retrouvez devant la justice, le contrat que vous aurez rédigé à l'avance n'aura absolument aucune valeur. En revanche, un contrat BDSM peut tout à fait s'appuyer sur les articulations des contrats qui, eux, ont une valeur juridique sans aucun souci. D'abord, on définit ce qu'on appelle les clauses communes d'un contrat, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées, donc les bénéficiaires, et on indique la durée et la nature du contrat. Est-ce que donc c'est un contrat qui a une durée limitée dans le temps ou non? Est-ce qu'on peut être sur un contrat DS qui est au long cours, hein, donc c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas de fin, tout comme on peut être sur un contrat pour une séance. Les contrats sont pas mal utilisés, par exemple, dans le cadre d'events Kimbaku ou ce genre de choses, où il est important de décrire les limites de chacun et d'encadrer ça. Ensuite, on a un formalisme qui est à respecter ou non. Ça, c'est exactement comme vous le voulez. En fait, si vous voulez, autour du contrat, vous avez déjà toute la symbolique du contrat et vous avez en plus ce qu'il y a dedans. Donc il y a à la fois le fond et à la fois la forme qui sont importants. Ce qui compte, c'est ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Le formalisme, ça peut être un contrat qui peut être écrit très précisément, avec le terme contrat, le type de contrat, chaque petit article, un sommaire, paraphé en bas de la page, les numéros de page, tout ce qui va bien. Ça peut être 3 textos, ça peut être oral aussi, un contrat, mais un contrat n'est pas toujours écrit. Ça peut être une chanson, ça peut être une suite de dessins, ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Ça peut être un mail, ça peut être un recommandé, ça peut être écrit sur un bout de serviette. À partir du moment où chaque personne concernée par le contrat est OK avec son formalisme, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il est aussi important que le contrat mentionne les droits et surtout les obligations de chaque personne. C'est-à-dire, on va reprendre l'exemple de la relation handler-pet. Les droits du handler vont être, par exemple, de choisir la couleur du collier de son pet. Ses obligations vont être de choisir un collier qui sera adapté, c'est-à-dire qui ne mettra pas sa vie en danger, qui, si par exemple le pet a des allergies, n'agira pas sur ses allergies, qui ne va pas écraser sa trachée, qui ne risque pas de lui faire un coup du lapin, ce genre de choses. En échange, le pet va avoir le droit d'aboyer sur son maître, mais ses devoirs, ses obligations vont être de respecter les ordres qui vont lui être donnés. C'est par exemple, c'est quelque chose que je vous donne c'est des clauses qui devront bien sûr après vont se préciser en fait avec le temps, mais c'est pour vous montrer un peu à quoi correspond chaque chose. Ensuite, et ça c'est pareil, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est le champ d'action du contrat et ses limites. C'est-à-dire que votre contrat, il peut englober absolument tous les aspects de votre vie, comme il peut en englober certains. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans votre contrat que la personne a le droit de parole sur votre tenue, sur votre maquillage, mais sur tout ce qui va concerner la famille et le travail, la personne n'a pas son mot à dire.
vous avez tout à fait le droit de dire, voilà, tu as le droit d'influer sur cette partie-là et sur cette partie-là, mais sur celle-là, c'est pas ok. Vous pouvez aussi dire, par exemple, quand vous, en tant que top, et ben moi, je veux bien contrôler cet aspect-là de ta vie, contrôler, par exemple, ce que tu t'achètes pour les courses, ce que tu manges, comment tu t'habilles, mais en revanche, je ne contrôlerai pas tes dépenses et ton compte en banque. Je ne ferai pas de domination financière. C'est ok, il n'y a pas de souci. Ou alors, ok pour tes repas de la semaine, mais le week-end, en revanche, je m'en occupe pas. Le week-end, je fais autre chose, je suis pas là, je ne contrôle rien le week-end. C'est pareil, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et enfin, la partie qui est quand même aussi la plus importante, c'est ce qu'on appelle la dissolution et la clause résolutoire, qui permettent en fait tout simplement d'expliquer ce qui se passe dans le cadre de la dissolution. Comment est-ce que le contrat va être rompu, quelles vont être les conséquences et comment ça va être géré, et la clause résolutoire qui en fait va comporter tout ce qui fait qu'un contrat peut être rompu, qu'un contrat peut qu'une des parties puisse mettre fin au contrat. Donc ça peut être une liste de choses, ça peut être une description d'événements, ça peut être un non-respect du safe word, un non-respect des limites, ça peut être une itération de choses. Ça c'est pareil. Je vous parlais tout à l'heure de la renégociation du contrat. C'est aussi important que vous ayez une clause dans votre contrat qui explique comment se passe le moment où vous devez changer une partie ou plusieurs parties, il n'y a pas de souci. Tout simplement, parce que votre relation, votre lien va évoluer, vos envies vont évoluer, vos limites vont évoluer, votre vie va évoluer tout simplement, et il faut que votre contrat, s'il s'inscrit dans le long terme, évolue avec vous. Alors Red, pour répondre à ta question, j'ai dit en France, parce que en France, je sais qu'il n'est pas reconnu légalement. Il me semble qu'aux États-Unis, récemment, une personne a réussi à faire reconnaître la valeur de son contrat, et il y a peut-être d'autres pays qui reconnaissent le contrat BDSM, mais je pourrais pas le garantir, et j'avoue que je ne suis pas allée voir le statut des contrats BDSM dans les 300 nations, ou je sais plus combien de nations mondiales. Mais oui, Maya, c'est vraiment top. On commence à reconnaître la légitimité des contrats de particulier à particulier. Donc au-delà de c'est super pour le BDSM, c'est une reconnaissance, c'est aussi super au niveau de la responsabilisation des gens. Maintenant, comme tout, il faut pas que ça amène à des dérives, quoi. Parce que les contrats avec des clauses abusives, on en a partout. On va espérer bien sûr qu'il n'y en aura pas dans le BDSM. En fait, les contrats entre particuliers, c'est déjà reconnu, mais pas tous, et ça dépend très clairement du domaine. Il y a par exemple tout ce qui est contrat financier, c'est-à-dire les emprunts d'argent, ce genre de choses, c'est pas reconnu. C'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, que cette personne vous fait une reconnaissance de dette et qu'elle se barre sans jamais vous rembourser, en fait vous l'avez dans l'os. C'est parce que financièrement vous n'êtes pas, je sais pas quels sont les mécanismes derrière, mais en fait une reconnaissance de dette fera que même si vous allez au tribunal, ça ne suffira pas à ce que vous récupériez de l'argent, parce que c'est de l'argent que vous avez prêté, vous n'êtes pas un organisme de prêt, donc ça ne fonctionne pas. Alors effectivement, Miou, très juste, la loi française n'autorise pas aux humains à consentir à la torture. Alors, Maya, c'est pas encore fait, la reconnaissance des contrats BDSM aux US. Il y a eu un cas, alors on connaît les US, on a eu un cas qui a fait jurisprudence, donc ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Mais on espère que petit à petit, ça commencera, la légitimité du BDSM commencera à être reconnue. Ok, alors, on aborde ensuite donc une partie qui est extrêmement importante, qui est le but et la finalité du contrat BDSM. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu comme dans tout. Chacun a ses propres raisons pour faire un contrat BDSM. Ça peut être... en fait, vous avez deux gros thèmes qui s'en dégagent. On a un aspect sécuritaire,
qui est donc de faire un contrat pour sécuriser ce qui se passe, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement, pour en garder une trace, pour se sécuriser et se rassurer. Et on a une partie engagement, parce qu'un contrat, ça a une valeur à minima sentimentale ou personnelle en fonction de l'engagement personnel qu'on va mettre dans ce contrat. Le côté, si vous êtes plus du côté sécurité, ça va être plutôt le fond du contrat. Si vous êtes plus pour l'engagement, ça va plutôt être la forme du contrat. Mais ça, c'est des grands axes et vous pouvez aussi apporter beaucoup de soins et au fond et à la forme, comme à aucun des deux. Et enfin, c'est à partir du moment où je vous dis, où ça va à tout le monde, il y a aucun souci. Alors pour la partie sécurité, pourquoi est-ce qu'on va chercher à faire un contrat BDSM? Parce qu'on va avoir des limites particulières, des besoins, des attentions, des intentions particulières et qu'on va être sûr que la personne en face mesure l'importance de ses attentes, de ses besoins, de ses limites. Ça va être aussi parce que on a besoin d'avoir ce cadre qui nous sécurise, c'est tout à fait normal. Pour la partie engagement, c'est tout simplement parce qu'on va vouloir montrer à la personne que le lien qu'on a avec elle, ou aux personnes, parce qu'un contrat ça peut être entre deux et autant de personnes qu'on le veut, à quel point le lien qui existe est fort, est important, si bien qu'on a envie de le concrétiser avec un contrat. On a envie de l'inscrire, on a envie de créer tout un rituel autour. Donc voilà, on a besoin de le concrétiser sous forme d'un contrat, de mettre à l'écrit aussi tout ce qu'on va vouloir mettre dans sa relation. Vous avez des dynamiques qui deviennent avec le temps très riches d'éléments, si bien qu'on a besoin de les écrire quelque part, on a besoin de les formaliser quelque part pour s'en souvenir. Ça peut être ça peut être pour tout un tas de raisons, mais ça va être des choses qui vont être importantes. Ça peut être donc je vous dis, des rituels, ça peut être des punitions, ça peut être des envies d'évolution, ça peut être de rajouter une tierce personne à la relation, que ce soit de façon ponctuelle, de façon durable, ça peut être tout un tas de choses. Alors, on revient un petit peu sur les points clés. Donc, votre contrat va vous permettre de définir ce qu'on appelle donc les pratiques et les rituels. J'insiste beaucoup sur le mot rituel parce que c'est là-dessus qu'on va retrouver tout ce qui va être protocole à respecter, position, les mots à utiliser, la façon dont on s'appelle respectivement, ce genre de choses. Les pratiques, ça va aller des intonations qui peuvent être employées au kink à proprement parler, comme alors je disais aux positions, mais pas que aux positions sexuelles, ça peut être la position à genoux, les positions debout, un peu en arrière, un peu en avant, 3 pas sur le côté. Ça peut être le fait de porter un collier, de porter des chaînes, d'avoir une cagoule, d'être déshumanisé, d'être idolâtré, ça peut être toutes ces choses-là. Donc qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? Donc ce qui est très important aussi, c'est de prévoir des espaces de renégociation. Est-ce qu'on est sur des renégociations régulières? Par exemple, une fois par semaine, on fait le point, une fois par mois, on fait le point, tous les 6 lundis, on en rediscute. Ou est-ce que ça va être au besoin, avec une phrase, dire voilà, j'ai besoin qu'on parle de notre contrat, je veux le faire évoluer. Est-ce que ça va être si je porte un bandeau bleu autour du cou, ça veut dire que je veux renégocier le contrat. Il y a eu un moment une rupture d'une des clauses du contrat pour une raison X ou Y, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le renégocie. Ça peut être tout un tas de choses en fait, les renégociations, mais il faut bien l'inscrire à un moment dans ce contrat, parce que c'est une partie extrêmement importante pour le rendre vivant, et surtout pour le rendre pas logique, mais en tout cas pour qu'il suive un petit peu votre relation et votre évolution. Ce qui est très important, c'est également que les limites soient inscrites. Et alors là, quand je parle des limites, ça va de vos limites à vous, des limites de l'autre ou des autres évidemment, les limites du contrat qui soient aussi clairement établies. Alors au début, vous allez voir, vous allez être sur des limites un petit peu floues, et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines qui vont avoir besoin d'être précisés. Ou alors au contraire, vous avez des limites qui vont être trop précises, et avec le temps, vous vous rendrez compte qu'elles peuvent être un petit peu plus larges, il n'y a pas de souci.
Ensuite, on a les annexes du contrat. Dans ce contrat, vous pouvez mettre par exemple donc, la kink list, avec ce que vous avez envie d'essayer, ce que vous avez déjà essayé, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire, ce genre de choses. Vous pouvez aller voir donc si vous voulez rajouter des personnes tierces, par exemple. Si vous avez un moment... donc j'ai mis les conditions physiques et médicales, ça peut être... j'ai de l'asthme, donc tout ce qui fait de la fumée, on évite. Ça peut être, je sais qu'une fois par an, j'ai besoin d'aller voir mon médecin qui est à l'autre bout de la France. À ce moment-là, le contrat n'est plus valable, enfin est suspendu. Ça peut être, ok, alors en revanche, le contrat il est ok, sauf les moments où je suis malade, j'ai 42 fièvre et je suis clouée au lit. Ça peut être toutes ces choses-là. Dans les annexes, vous pouvez également mettre une liste de vos limites, une liste de vos triggers. Ça peut être ça, ça peut tout à fait être mis en annexe. Il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi une liste des objets que vous allez utiliser ensemble ou des objets qui n'ont pas le droit d'être utilisés. Dans les annexes, vous mettez un petit peu tout ce qui vous semble important et surtout les annexes peuvent s'ajouter au fur et à mesure du contrat. Vous pouvez avoir un contrat en annexe d'un contrat. Ça, c'est ok aussi. Et enfin, la partie qui est importante, c'est qu'est-ce qui se passe quand le contrat n'est pas respecté. Vous pouvez avoir, donc, on parlait des clauses résolutoires, une espèce d'échelle en fonction des articles qui ne sont pas respectés. Est-ce qu'on a des punitions à la clé? Est-ce que ça mène sur une renégociation? En fonction de la gravité du non-respect du contrat, ça peut être tout simplement de rompre ce contrat, de mettre fin à la relation. Ça peut être... il faut en parler en fait, de qu'est-ce qui se passe si jamais le contrat n'est pas respecté. Que ce soit volontaire ou non volontaire, il faut que vous soyez préparé à agir pour éviter que le contrat n'est pas respecté. On agit comme si tout allait bien et rien ne s'était passé. Alors que non, votre contrat il est là, il a quand même une valeur. Même si c'est un contrat moral, vous pouvez le briser à tout moment. Il a quand même, il représente quelque chose. Vous allez passer du temps dessus, vous allez vous investir. Donc le moment où il va être brisé, il va falloir en discuter et savoir ce qu'on fait. Alors la partie ressources. Donc je vous ai mis 2 endroits où vous avez des exemples de contrats BDSM pré-rédigés. Pour vous voyez tout simplement quelle gueule ça a. Je vous ai remis le lien de la kink list. Je vous ai mis exactement aussi le titre du livre The Folk Thong de Flag, qui m'a été conseillé par Mew et que j'ai pu lire, alors malheureusement qui est en anglais. Je ne crois pas qu'il existe de version française, mais qui est extrêmement intéressant et qui aborde plein d'aspects différents du BDSM et notamment toutes les mécaniques qu'il y a derrière, que ce soit BDSM psychologique, comment construire un contrat, qu'est-ce que des rituels, ce genre de choses. Et si l'année dernière vous étiez sur Nurshid BDSM, vous avez eu le droit à une traduction simultanée de la part de Mew, sinon tant pis pour vous. On pourra revoir éventuellement pour proposer à Flag de faire une traduction française s'il y a des intéressés, ça peut être quelque chose de possible, je sais pas s'il sera réceptif. Je voulais remercier aussi les membres du recueil dont je n'ai pas pu avoir les pseudos suite au départ du serveur. Flag est décédé, ah oui, donc ça va être compliqué de demander à Flag s'il est d'accord pour une traduction, mais on peut voir avec sa maison d'édition en revanche. Parce qu'il me semble qu'il était en auto-édition ou alors sur une petite maison, donc c'est des choses qui peuvent se négocier, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, merci aux membres du recueil qui étaient nombreux à être qui pensent, le sont toujours, être des personnes à utiliser régulièrement les contrats BDSM et qui ont pu répondre à pas mal de questions. Le contrat moral, donc ce qui va être plutôt un contrat que vous vous imposez à vous-même ou un contrat qui va être fait à l'oral. C'est vous qui voyez. Soit on part sur un temps défini qui va être le temps d'une séance. Vous pouvez aussi énormément le détailler, mais le problème des détails, c'est que si jamais vous le formalisez pas sur papier, dans un mail ou autre, vous risquez, même si vous avez une très bonne mémoire, vous risquez d'en oublier des parties. Donc vous allez en fait passer du temps à détailler des choses dont vous allez vous souvenir, que l'autre va pas forcément retenir. Le problème du contrat oral, c'est que s'il y a des oublis, ça va être sur les parties que vous allez vous considérées moins importantes parce qu'elles vous touchent moins, mais qui peuvent l'être énormément pour l'autre et ne pas vous en rendre compte.
C'est comme ça que vous risquez de blesser l'autre personne de façon totalement involontaire. Maintenant, vous pouvez faire un contrat oral qui dure une soirée, qui dure un an, qui dure 10 ans. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, toutes les relations BDSM sont sur un contrat oral à partir du moment où on se dit, par exemple, je suis ta sub, mon safe word c'est ça. C'est un contrat oral et la plupart des relations fonctionnent comme ça, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on va être sur une dynamique plus complexe, c'est mieux, je trouve, de faire un contrat écrit. Maintenant, l'important, c'est que, comme toujours, vous vous y retrouviez. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder au passage les questions qui m'ont été posées dans le petit formulaire. Donc vous réfléchissez à si vous avez des questions, évidemment. Alors, on m'a posé une question sur les personnes qui ne faisaient pas de contrat. Pour moi, c'est un petit peu comme les personnes qui n'ont pas de limite. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende sur le terme de contrat. C'est-à-dire que ne pas faire de contrat, ça voudrait dire ne faire aucune négociation, ne pas communiquer avec la personne ou les personnes, ce serait foutre 10 inconnus dans une pièce, les foutre à poil et dire allez-y, amusez-vous. Sans que personne ait le droit de parler avec personne. Ça me semble compliqué. À partir du moment où on considère que dire bah en fait je suis ok pour cette pratique, je suis pas ok pour celle-là, c'est un début de contrat. Pour moi, des personnes qui font pas de contrat, voilà. Après, sur les personnes qui vont pas avoir de formalisme de contrat, c'est-à-dire qui vont pas faire de contrat écrit, il y en a tout un paquet et il y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment libre à chacun en fait. Il n'y a pas de problème pour le coup à ne pas faire de contrat, il n'y a pas de problème à faire un contrat. C'est en fonction de quoi, encore une fois, vous êtes le plus à l'aise. Pour tout ce qui est contrat au niveau de la pratique du shibari, c'est aussi des choses qui sont pas mal pratiquées, notamment parce que dans l'Europe Space, où ce qui peut se passer au niveau des cordes, c'est un moment où vous êtes complètement... quand vous êtes dans les cordes, vous n'avez absolument aucun contrôle sur ce que fait l'autre. Le contrat peut vous protéger, tout comme en tant que rigueur, vous acceptez certaines choses, vous n'acceptez pas d'autres. Ça permet aussi de bien faire comprendre au bunny ce que vous attendez donc de votre bunny et surtout ce qui est ok, ce qui est pas ok au niveau du comportement. C'est-à-dire que ok, je vais t'encorder. En revanche, je suis pas ok pour que tu me demandes à t'encorder tous les 4 matins. Ça va être un contrat à chaque fois, parce qu'en fait c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie. Avant, il faut que tu aies bien mangé, que tu te sois bien hydraté. S'il y a quelconque souci, il faut que tu m'informes pendant la séance. Si même après, si tu as des fourmillements, si tu t'es blessé la veille ou l'avant-veille ou même un mois avant, il faut que tu me préviennes. En fait, ça va être toutes ces choses-là. On m'a demandé aussi s'il y avait des contrats types en fonction du type de relation, et ben en fait pas vraiment. On va retrouver un contrat type pour les relations DS, parce que c'est ce qui est le plus répandu. Mais c'est à peu près tout. Et alors pour le niveau de précision, ça va dépendre de vous. Je pense que les premières ébauches de votre contrat seront pas assez précises. Et en fait, c'est tout à fait ok, vous allez les préciser avec le temps. Et à la fin, ça deviendra un beau contrat. Mais un contrat, ça prend du temps à s'écrire. Et c'est pas parce que vous avez gardé un modèle de contrat d'une précédente relation que vous pourrez faire un copier-coller sur la nouvelle. Parce qu'en fait, même si la structure est la même, ce que vous allez mettre dedans et ce qui va en fait rendre le contrat fourni, ça va être ces périodes de négociation, ces moments de discussion entre vous. Alors, pour l'intégration d'une personne externe au contrat, ça va dépendre déjà de ce qui est écrit en termes d'exclusivité ou non de votre contrat. Ça va dépendre de ces clauses-là. Si vous souhaitez que le contrat couvre ces parties-là. En fonction du type de relation, en fait, la relation que vous pouvez avoir, ou le lien avec une tierce personne, peut influer sur la relation avec les personnes concernées par votre premier contrat. Par exemple, si dans le contrat vous avez noté que c'est votre maîtresse qui décide de votre tenue tous les jeudis,
et que vous vous retrouvez un moment à play avec une personne d'homme un jeudi qui vous demande de porter une autre tenue que votre maîtresse, on va avoir un souci. Idem, si en tant que maîtresse, vous avez une sub qui vous sollicite régulièrement pour ces tenues à porter, si d'un coup vous êtes ailleurs en train de relationner avec une autre personne et que vous ne répondez pas à ces questions, si dans le contrat il y a marqué que vous êtes la personne référente pour les tenues, vous avez failli en fait à vos obligations. C'est dans ce sens-là qu'en fait très vite on va se rendre compte que quand on a un contrat avec une personne, dès qu'on va avoir d'autres personnes qui vont graviter autour de la relation, ça peut être mais ça peut être juste une toute petite annexe qui dit voilà il peut y avoir d'autres relations autour, auquel cas la personne sera prévenue tant de temps avant, ou ne sera pas prévenue, ou ce sera juste un message pour dire bah, en fait là je suis avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi de dire j'informerai la tierce personne qu'un contrat me lie déjà. Ça peut être un transfert d'autorité par exemple, de dire bon bah voilà, quand cette tierce personne est présente, je cède les pouvoirs sur les articles 3, 7 et 10 du contrat, par exemple. Ça, c'est des choses que vous devez discuter entre vous. Est-ce qu'il est important de mentionner les tierces personnes et est-ce qu'il faut mentionner toutes les tierces personnes? C'est un petit peu comme, on va dire, dans une relation classique. Dans une relation sans contrat, quand vous êtes en relation non exclusive, ou même exclusive, hein, et que vous voyez d'autres personnes, est-ce que vous vous en parlez? Est-ce que vous en parlez pas? Enfin, il y a un moment, en tout cas, vous discutez de ce sujet-là. Et c'est à ce moment-là que vous allez savoir si oui ou non il faut inclure les tierces personnes à votre contrat. Les tierces personnes n'ont pas forcément à être incluses dès le début parce que en fait la question se pose toujours de le début c'est à partir de quand. Si le début c'est à partir du moment où on se dit bonjour nouvelle personne, ça va commencer à faire beaucoup de gens. Si on considère que ça va être le début d'un lien qui se crée, est-ce que c'est quelque chose dont vous aurez parlé en amont? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas prévu? Est-ce qu'avant vous avez discuté avec la personne avec qui vous avez le contrat de savoir comment ça se passait, si d'un coup il y avait une tierce personne qui prend suffisamment d'importance dans votre vie pour que vous la mentionniez à l'autre? C'est Ça dépend de ce qui est convenu entre vous en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre les personnes externes au courant de l'existence de ce contrat, absolument pas. Maintenant, ça dépend des relations enfin, et des liens que vous développez en fait, tout simplement. Si vous êtes sur une relation maître-slave par exemple, je pense que c'est quand même bien d'avertir les autres personnes ou en tout cas de prévenir le slave si vous êtes la personne maître évidemment, que vous allez prendre d'autres slaves, d'autres subs ou autres, et inversement si vous êtes slave, c'est bien de prévenir votre maître ou votre maîtresse que vous allez en prendre d'autres. Enfin, pour moi, ça fait partie de la communication assez basique des relations en fait humaines. Est-ce que ce qu'on a, c'est quelque chose de privilégié, on veut que ce soit partagé avec personne d'autre? Est-ce que ça peut être partagé avec d'autres? Est-ce que ça peut être partagé de d'autres façons? Est-ce que, par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, t'es mon dom, t'as contrôle sur toute ma vie, sauf l'aspect financier, parce qu'en fait, j'ai déjà un financial dom qui contrôle tous les aspects financiers de ma vie. En fait, t'auras pas ton mot à dire. Lui, il a pas son mot à dire sur le reste de ma vie, mais toi, sur la partie argent, t'as pas ton mot à dire, c'est comme ça. Ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes vos questions. Je vérifie quand même le formulaire. Non, c'est tout bon. Est-ce que vous avez encore, vous, des questions pour ce soir? Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre présence et je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir!